Bonjour et bienvenue dans cette discussion de nos rencontres sur la psychopédagogie positive. Alors aujourd'hui, on va parler des primaires, de l'école primaire. Et pour ça, j'ai la joie de recevoir Cathy, que je connais bien, qui s'est formée en psychopédagogie positive et avec qui on va aborder tous les enjeux de la primaire et puis ce qui coince, hein, les problématiques pour que tout soit libéré pour une entrée au collège sereine. Bonjour Cathy. Merci, merci. Bonjour Isabelle. Merci à toi de m'accueillir. Merci pour cette invitation, pour ta confiance. J'ai hâte de Je te partager laisse ma te boîte à outils. présenter. Je te laisse te Ouais, présenter en alors, détail. je suis Cathy Riécher, donc je suis praticienne en psychopédagogie. J'ai un cabinet en libéral à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne. J'interviens beaucoup effectivement en entretien individuel, mais aussi en collectif via des associations. J'interviens dans des écoles primaires, des collèges, des lycées et même à l'université où la psychopéda est la bienvenue aussi. Et oui, parce que la psychopéda, on va le dire tout au long de ces rencontres, c'est vraiment une pratique à tous les âges de la vie, hein. C'est pas seulement accompagner des enfants ou des ados qui seraient en difficulté scolaire, sous-entendu, ils ne performent pas assez. On a déjà échangé là-dessus. On a dans nos cabinets des enfants qui sont très performants et qui pour autant ne vont pas très bien. Donc aujourd'hui, on va partager un peu tes outils et ta vision pour faire en sorte que ces enfants de primaire ils puissent intégrer leur propre façon de faire, des outils qui leur font du bien et surtout, moi je trouve et j'observe de plus en plus la question, et on en parlera peut-être en fin d'entretien, la question du stress des évaluations qui se joue déjà très très tôt, ça devient complètement dingue. Bientôt à la maternelle, ils vont déjà être stressés pour ça. Donc, le paysage du primaire, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que entre le CP et le CM2, il y a quand même un grand écart, hein. On va avoir 5 années et donc une charge cognitive qui augmente chez les enfants, hein. C'est quoi les principales ruptures que tu observes dans les enfants que tu accompagnes, entre les difficultés qu'on peut avoir presque à chaque âge et qui s'installent ou qui apparaissent en fonction de l'âge? Alors déjà, moi, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, pour les élèves du primaire, la préoccupation principale, c'est d'entrée de jeu, la réussite scolaire. C'est normal, évident, au vu de tout ce qui nous entoure, de ce stress qu'on a tous sur les épaules en tant que parents, en tant que professionnels, en tant que conjoints, j'en passe et des meilleurs. Nos rythmes de vie sont tous à 100 à l'heure. Bref, le stress qui entoure la scolarité de l'enfant, il est vraiment très présent. Premier point de rupture, effectivement, c'est l'entrée au CP. Parce que l'entrée au CP, c'est le moment où un peu, c'est comme si, ça y est, on se lançait, c'est le début, là on passe aux choses sérieuses. Et oui, effectivement, ça consiste en un point de rupture parce que là, cette fois, l'objectif, c'est plus d'avoir des activités essentiellement motrices ou ludiques. Là, effectivement, l'objectif du CP, il est clair. On doit savoir lire, on doit savoir écrire. Même si les élèves ont commencé à déchiffrer en école maternelle, là, c'est le moment où ils vont devoir vraiment comprendre ce qu'ils apprennent. Et c'est aussi un point de rupture important. C'est le moment où on va demander à ces enfants de rester assis un Ouais. nombre d'heures hyper élevé par jour, ce qui peut s'avérer particulièrement coûteux et fatigant, épuisant, éprouvant pour de nombreux enfants qu'on récupère le soir comme des espèces de boules d'énergie qui ont besoin de se déverser de Oui, tout ce qu'ils ont réussi, bon an, mal an, à contenir pendant la journée. ouais. L'autre grand point de rupture, évidemment, avec l'entrée au primaire, c'est l'arrivée des devoirs. Et oui, Les devoirs, ce que l'on doit faire par la contrainte. ouais, ouais. Alors oui, évidemment, pour de nombreux enfants et de nombreux parents, les devoirs, ça rime souvent avec cauchemar. Oui. D'autant plus pour ces enfants au CP dont finalement le cerveau émotionnel commence tout juste à maturer. Mm. Ils ont passé des heures à se contenir à l'école et puis le soir, plutôt que de se détendre ou de s'amuser, on va leur dire, bah non, maintenant c'est l'heure du devoir. Alors évidemment,
il n'est pas rare que là aussi, la période des devoirs génère angoisse, stress, conflit dans de nombreuses familles. Troisième point de rupture que je constate également souvent, malheureusement, l'entrée au primaire, ça veut dire aussi l'apparition ou en tout cas la détection des tout petits symptômes, des tout premiers symptômes des troubles liés aux apprentissages. Les fameux 10, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les HPI, les hauts potentiels intellectuels, les HPE aussi maintenant. C'est souvent dans les années du primaire que ces troubles-là sont identifiés, voire diagnostiqués, et qu'avec eux, un certain nombre d'aménagements personnalisés sont mis en place Oui. à l'école. Alors, évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces troubles ni de leurs accompagnements, mais il est clair que l'annonce du diagnostic, tout ce qu'il implique en termes d'aménagement scolaire et à la maison, ça représente une énorme charge aussi, une charge mentale, une charge émotionnelle pour les parents et évidemment pour les enfants qui sont concernés. Oui, parce que quand on rentre, en fait, moi je vois quand même beaucoup de parents je leur dis, arrêtez de survendre le CP en disant, tu vas voir, c'est génial, tu vas apprendre à lire, parce que déjà, c'est pas tout de suite. Je dis donc, arrêtez de vendre le truc comme vous vendriez je sais pas quoi, un séjour au Club Med. C'est parce que la réalité va peut-être pas être celle-là. Donc, attention. C'est ça, Et puis, c'est ça. effectivement, comme tu le disais, on immobilise les corps. Donc, on vient d'une maternelle qui est quand même plus, où on est plus dans le corps, hop là, on s'immobilise. Et puis, on va devoir rentrer dans ce processus, comme tu le dis, avec les devoirs, qui va être donc un peu de devoir d'entraînement au CP, puis au C1, ça sera plus, au C2, etc., jusqu'à le CM2 comme étant la prépa du collège, où il ne faut pas se louper, C'est quoi, ça. en quelque sorte. Non. Donc, il y a vraiment une tension là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a de différent parce que beaucoup de parents se disent ah, Ouais, mon enfant, ça va pas, ça se passe pas bien, hop, il lui faut du soutien scolaire. Et en fait, comment est-ce que tu expliques notre rôle de praticienne en psychopédagogie positive qui n'a rien à voir avec du soutien scolaire? Comment tu leur dis que, en fait, nous, on n'est pas là, je sais pas quoi, pour rajouter du plus, mais pour aller accompagner des mécanismes de pensée ou t'expliques ça comment quand ils viennent chez toi? Déjà, je commence par expliquer ce que c'est que la psychopédagogie positive pour soulager aussi l'enfant, hein, pour qu'il n'ait pas l'impression qu'on va lui coller encore des devoirs Oui, supplémentaires. oui, c'est vrai. Ça, c'est super important. Donc, j'explique en effet que la méthode, c'est une méthode dite tête, cœur, corps et je rentre dans le détail de ce en quoi ça consiste pour vraiment marquer la différence avec le détail pur du contenu disciplinaire que peut apporter le soutien scolaire. Je détaille brièvement qu'est-ce que c'est que effectivement être bien dans sa tête. Être bien dans sa tête pour un enfant du primaire, ça veut déjà dire être au clair, s'approprier des repères en termes d'organisation, parce que ce sont des enfants qui n'ont pas encore de repères temporels, qui ont du Oui, mal à gérer le temps. Donc, c'est de leur fixer des routines fixes, régulières, rassurantes aussi pour eux parce que prévisibles dans leur schéma, dans leur tête. Quand ils sont à l'école, ils savent que le soir, et ça c'est un grand conseil, intégrer le temps des devoirs comme étant une étape aussi, comme l'entraînement de oui, foot ou l'entraînement au ping-pong. Il y a le temps des devoirs. Celui-ci, il est là, il existe, il fait partie de nos journées et de notre organisation à tous. Et puis ensuite, évidemment, j'explique que être bien dans sa tête, ça veut dire réussir aussi à identifier comment l'enfant fonctionne, oui, comment il fait, comment il est attentif, comment il fait une fois que l'information elle est rentrée dans sa tête pour pouvoir la faire vivre, la mémoriser et puis qu'elle y oui, reste dans ce cerveau. Ça va être l'approche tête. Ensuite, je vais évidemment expliquer que les émotions jouent un rôle hyper important dans les apprentissages parce que quand on a un enfant qui est pour X raisons en colère. Il a pu se passer, ça m'arrive souvent au cabinet le soir après l'école, où je récupère des enfants qui sont débordants d'énergie parce qu'il y a eu un conflit dans la cour de récré. L'objectif, ça va être évidemment d'outiller l'enfant, déjà d'accueillir cette émotion de colère. Pour qu'il puisse la partager et puis ensuite de lui donner, de lui apprendre des petits outils tout simples de régulation
pour qu'ils puissent s'autonomiser aussi davantage sur cette gestion-là et qu'elle ne vienne pas, encore une fois, ben, l'impacter, l'handicaper, l'empêcher d'entrer dans les apprentissages. Mhm. Et puis Être bien aussi. sur le corps Oui, aussi, pardon. vraiment, moi j'en vois, surtout à ce stage-là de début de primaire, ils sont pas dans leur corps, quoi. C'est des ballons d'hélium. C'est des, voilà, ils sautillent ou ils sont pas présents. Ils sont que dans leur tête. Et donc, moi, j'ai vraiment aussi, j'imagine toi aussi, des techniques de on va s'installer dans le corps, on va se déposer, on va respirer, on va faire des mouvements, des choses comme ça, de manière à ce que, qu'ils soient là, quoi. Qu'ils soient pas déjà ailleurs à penser à ce vont faire après ou ce qu'ils ont fait avant, etc. Voilà, on est ensemble là maintenant tout de suite, quoi. Exactement. Et alors, moi, je te pique souvent, j'avoue, hein, ta Ouais. formule du le corps n'est pas que le taxi du cerveau. Je l'utilise à tour de bras, celle-ci. Ouais, Parce que oui, on a souvent tendance, et je l'observe particulièrement chez les enfants de primaire. Alors, encore le manger, bouger, ça c'est bon parce que bon, il y a oui, quand même des campagnes grand public de ouais, ouais, sensibilisation. ouais, c'est vrai. Et le sommeil, on n'en Ouais, parle pas du sommeil. Et moi, je retrouve beaucoup, beaucoup d'enfants dans un état de fatigue. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas eu leur quota horaire, hein, ouais. pour des enfants en âge de primaire, c'est quand même 10 heures de moyenne qui sont Oui, c'est ça, ouais. conseillées par l'OMS. Donc, souvent, le compte n'y est pas. Et puis aussi parce que souvent, ce sont des enfants qui n'ont finalement que très peu de temps libre, de temps de rien faire, de temps de Oui. repos, de temps pour souffler, de temps pour créer, pour imaginer. C'est des Ouais, enfants qui pour sont souvent rêvasser, pour faire stimulés, rien. Ouais. Ouais. voilà, pour faire rien. Et souvent, j'intègre, moi aussi, quand on attaque le côté un peu plus méthodologie et organisation, des temps de ne rien faire, pour Mhm. aussi montrer l'importance de ce temps de repos pour qu'on puisse finalement accueillir et rentrer pleinement dans les apprentissages. Oui, et aussi, tu vois, moi je leur explique, je dis, tu sais, quand tu fais rien, tu fais pas rien, parce que pendant ce temps-là, ton cerveau, il va créer des connexions neuronales qui vont être utiles pour d'autres choses. Mais si tu lui laisses pas le temps de souffler, ça peut pas aller. Et puis, il y a aussi, tu disais, manger, bouger, ça va. Mais par contre, moi j'en vois pas mal, et je te vois boire, donc ça tombe bien, qui sont déshydratés. On a quand même des enfants qui ne boivent pas suffisamment d'eau et qui sont déshydratés, tu vois. Donc là, souvent, le premier motif de consultation chez nous, c'est la question de l'attention, de la mémorisation. Donc, bah, l'eau, ça fait partie quand même. Moi, je demande systématiquement, est-ce que tu bois suffisamment? Ben non, il boit pas, c'est un chameau. Ben, déjà, mettez-lui une gourde. Ça commence Hum. à aller mieux. Donc, euh, comment tu abordes, toi, cette question de l'attention, qui est quand même l'attention, c'est un grand pilier en primaire, une nécessité. Comment tu leur expliques concrètement ce que c'est qu'être attentif et combien on en a besoin? Ouais, c'est une vaste question, effectivement. Alors moi, je commence toujours par rappeler, c'est le côté pédagogique du psychopédagogue. Ouais. Bah, qu'est-ce que c'est que l'attention, finalement? Mm. L'attention, bah, c'est effectivement cette capacité qu'on a à capter les informations avec nos cinq sens. Capter les informations de notre environnement, mais aussi les informations plus à titre émotionnel ou même physiologique. Je rappelle, j'explique que l'attention, c'est le point d'entrée quand on veut apprendre. Si on n'est pas attentif, il se passe rien. L'information, elle va pas pouvoir rentrer dans le cerveau. Donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que pour les gens, c'est pas toujours clair en fait cette idée d'attention. Je leur dis ensuite qu'évidemment la bonne nouvelle, c'est que cette capacité d'attention, de mobilisation d'attention finalement de façon volontaire, Ouais. on peut l'entraîner, Ouais. on peut la booster, on peut faire en sorte que le cerveau s'implique plus rapidement, plus efficacement, pour que l'élève puisse typiquement mieux se connecter à ce que raconte le prof en classe et puisse attraper les informations plus facilement pour les faire entrer quoi dans son cerveau. Dans ce sens, oui, ouais, il y aurait d'autres explications, mais bon, voilà.
Moi, il y a quand même cette question. Moi, j'apprends aux parents parce qu'ils disent, je lui dis des choses, il n'écoute pas. Je dis, mais est-ce que vous mobilisez son attention? Est-ce que vous lui dites, tiens, écoute, j'ai vraiment besoin que tu m'écoutes parce que je vais te dire quelque chose d'important. L'attention, elle ne peut pas être constante, hein. Ou bien de dire, de poser la main sur le bras, tu vois, et de dire, c'est maintenant, regarde-moi bien ou écoute-moi bien. Tu vois, d'aller chercher l'attention de l'autre. C'est ça, Sinon, ils disent, il n'écoute pas. Oui, mais il n'écoute pas s'il se sent pas, c'est ça. il n'a pas l'impression qu'on s'adresse directement à lui, tu vois. Comme nous, Oui, adultes, on n'écoute pas. c'est cette fameuse injonction qu'on utilise souvent, le fais attention. Mais Oui, si on n'explique pas à l'enfant comment faire attention, enfin, oui, ce qu'on attend concrètement de lui, bah, c'est trop flou, en fait, c'est oui, trop c'est ça. vague. L'enfant, il comprend pas. Et souvent, au cabinet, du coup, j'utilise ben, plein d'outils déjà pour capter l'attention de l'enfant sur ce qu'il voit, pour Mhm. lui emmener cette sensibilité à faire attention à ce qu'il Oui, voit, à ce qu'il capte avec ses yeux. Donc, on va utiliser bah, des activités d'observation, des jeux de société, oui, des jeux où on va faire apparaître, disparaître des objets, tout ça pour rendre cette attention finalement concrète, qu'ils comprennent que bah, s'il n'est pas là, physiquement là, en attente d'eux, oui. bah, l'information, elle va pas rentrer, Va quoi. rien se passer. L'attention, Il va rien- c'est le premier pas pour la mémorisation. La mémorisation, c'est aussi le gros challenge de la primaire. C'est ce qui fait que aussi en primaire, il y en a qui vont avoir une bonne mémoire et ils vont s'asseoir dessus en se disant, ah, c'est cool, j'ai une bonne mémoire. Puis quand ils arrivent au collège, ils ont un peu de surprise parce que la mémoire ne suffit plus. Mais donc, mémoriser pour durer, en quelque sorte. Les enfants, ils ont beaucoup tendance à apprendre par cœur. Et puis les parents incitent un peu à ça. Alors oui, une poésie, on va l'apprendre par cœur, par exemple, mais comment on fait pour expliquer et pour amener cette chose de la mémoire de travail, donc la mémoire à court terme, dont tu as besoin tout de suite pour écouter la consigne, puis après tu vas t'en débarrasser, mais pour transformer en mémoire à long terme, tout ça, comment tu t'accompagnes là-dessus sur la question de la mémoire? Bah, moi, j'utilise beaucoup d'outils visuels, en fait, d'outils de mémorisation qui font appel justement à ce point d'entrée qu'elle a vu. J'explique aussi à l'enfant un peu le mécanisme. Alors, en fonction de l'âge, le tout petit, évidemment, c'est plus compliqué, mais à partir du CE2, j'explique la courbe de l'oubli. J'explique qu'une fois Oui. que l'information, elle est rentrée dans notre tête, Mm. bah, il va falloir qu'on trouve des façons pour qu'elle y reste. Parce que si on ne fait rien, ben, Oui. l'information, elle va s'effacer. J'utilise souvent la comparaison avec l'écran du smartphone en disant ben, Oui. la dernière information qui rentre vient supprimer l'information d'avant. Et ça rend vraiment cette idée de mémoire court terme concrète pour l'enfant. Oui. Donc moi, j'utilise, oui, beaucoup d'outils visuels. J'apprends aux enfants à utiliser des couleurs quand ils Oui. apprennent à souligner, à surligner, à utiliser des images, à dessiner des petits pictogrammes, des petits dessins qui, même si Oui. ils sont pas très bien faits, on s'en fiche. L'idée, c'est d'associer un visuel au mot de vocabulaire à apprendre et Mhm. même peut-être de créer une petite histoire avec ces petits visuels qu'on aura créés pour que effectivement l'enfant soit plus en capacité de mémoriser et de façon durable. Évidemment, avec les plus grands, enfin c'est eux, hein, je commence Ouais, parfois, commencer à ébaucher des cartes mentales pour oui, là aussi apprendre aux enfants à synthétiser les informations, à les organiser dans l'espace, à pouvoir mieux les lire, créer des liens entre elles et là aussi pouvoir mémoriser de façon plus durable. ouais. Il y a aussi, moi j'aime bien, je raconte souvent cette histoire, mais qui m'avait vraiment marqué d'un petit gars qui est en CE1, qui apprenait bien ses mots, et donc il les récitait à sa mère, et puis le lendemain, hop, il oubliait une partie, il n'écrivait pas la bonne chose, etc. La maman ne comprenait pas. Et donc, quand on a une pratique en psychopédagogie positive, on va souvent interroger sur comment tu fais pour faire. Donc, je l'ai interrogé, alors il me dit, bah voilà, d'abord je lis, après je réécris, tout ça. Son comment était super. Et puis tout d'un coup, je me dis, bah si le comment est super, tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu apprends tes mots? Pour quelle raison? Il m'a dit, bah, je les apprends pour les dire à maman. Donc son cerveau retenait pour le quart d'heure qui suivait. Et une fois que le contrôle parental avait été effectué, c'est bien, tu sais tout, bah, comme tu le dis très justement, le cerveau, il efface l'info. Ça y est, j'ai posé mon intention
pour dans un quart d'heure, mais pas pour le lendemain. Donc, on a travaillé sur le projet de sens de mémoriser pour plus loin que 10 minutes après. Et qui a résolu, je sais Exactement. pas, j'ai dû le voir 2 fois et c'était plié, tu vois. Parfois, c'est aussi ça qu'on va interroger. Le comment, il est très bien fait, mais le pourquoi je le fais, bah, il n'est pas intégré, quoi. Ouais, ouais, il y en a qui l'ont pas C'est intégré. le coup classique des tables de multiplication. Exactement. Exactement. Il y a une maman qui m'avait dit, oui, mais il les a sous son... Je lui ai accroché au-dessus de son bureau. Je dis, bah, enlevez-lui, parce que s'il les a toujours en perception, il peut pas les avoir dans sa tête. Euh, Exactement. comment tu amènes également pour l'attention et la mémorisation le rôle du corps, hein, parce que quelle place tu accordes à ça? Parce qu'on sait bien que le mouvement, tu as parlé aussi du visuel, des pictos, etc. Mais comment tu fais pour les engager là-dedans? Ah, bah, la place du corps, c'est hyper, hyper important. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Ouais, notre histoire de sommeil. Mais là aussi, souvent, on a tendance à oublier combien le corps peut aussi nous aider à mémoriser. C'est un petit peu comme si on disait, ben, pour pouvoir apprendre, il faut obligatoirement rester assis sans bouger. C'est comme ça que ça va marcher. Or, bah, c'est totalement faux. Ça, c'est une vraie grande erreur parce que le mouvement, lui aussi, il peut favoriser la concentration, la mémorisation, aider ses enfants à mieux mémoriser. Moi, ça, le corps, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Alors, je propose aux familles de tester différentes techniques. Alors, avant de commencer une session de devoir, par exemple, on peut proposer à l'enfant de réaliser un petit exercice de brain gym, un ouais, petit écap, histoire de. Alors, tu ouais. parlais de l'eau tout à l'heure, mais oui, l'eau, ça peut aussi être un vecteur pour favoriser la concentration. On boit un verre d'eau en En tout cas, de se mettre en temps. mouvement, parce que c'est vrai qu'il y en a pas C'est mal qui ça. disent oui, la brain gym, c'est controversé, nana, etc. Il y en a qui viennent nous faire suer avec ça. Mais en fait, c'est pas tant le mot brain gym, c'est mettre le corps en mouvement. Nous-mêmes, en Ah, tant qu'adultes, je pense qu'on n'arrive pas à rester assis sans bouger des heures, ou bien on est lessivé à la fin, mais on est autorisé. On peut se lever, aller se faire un café ou un thé, là où les enfants n'ont pas le droit de le faire. Donc là, le mouvement, il est vraiment, il y a des enfants qui ont besoin d'être debout. Alors, pour faire un exercice, c'est un peu plus compliqué, mais pour apprendre, on peut être debout, on peut marcher avec son cahier, etc. absolument. Ouais. Pendant la session de devoir, et souvent j'ai des parents qui me disent, mais il veut pas rester assis, mais il n'a pas besoin de rester assis pour apprendre, pour répéter, pour réciter ses leçons. Allons-y. Et j'ai envie de dire, allons-y, game. Oui, c'est ça. L'inviter à se déplacer dans différentes pièces de la maison, par exemple, pour associer à chaque pièce une partie de la leçon. Mais c'est super, ça, c'est ce qui Ouais, s'appelle la méthode des lieux. Ça fonctionne extrêmement bien avec certains enfants. Associer par le mouvement aussi une partie de la poésie à une partie du corps, ouais, pour qu'ensuite, l'enfant, au moment de la restituer, eh ben, il se refasse ce ouais, schéma corporel et il y repense. Et le mouvement, en ça, il est extrêmement important. Il aide vraiment à apprendre. Alors, comme tu l'as dit, il y a ces moments aussi où l'enfant, bah, parce qu'il doit faire un exercice, il doit forcément oui, rester c'est ça. assis. Mais il n'est pas obligé de rester assis sur une chaise. On peut l'installer sur un ballon. On peut Oui, lui donner des petits objets à manipuler. Ça, je le fais souvent. Des petites oui, balles anti-stress ou des petits fidgets qu'il peut manipuler avec oui. la main qui n'écrit pas. Là aussi, pour décharger la tension du corps et lui permettre de focaliser davantage sa concentration sur ce qu'il fait avec l'autre main. Ouais, ouais, excellent. Ouais. Oui, c'est vrai que sur la question du corps, les ballons, là, tu sais, les ballons de gym sur lesquels ils peuvent être assis, ça marche super. Mais bon, on n'a tellement pas appris comme ça que je pense que les parents croient, mais de bonne foi, qu'il faut être Honnêtement. mobile pour travailler et ça marche pas, ouais, effectivement. Il y a un Non. autre thème qui est important que j'aimerais voir avec toi, c'est la question de l'erreur, donc de Ouais. se tromper. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est douloureux, qui n'est pas très bien accepté, etc. Donc les élèves, ils pensent que l'erreur, c'est une faute. Ils ont fait une grosse faute, presque une faute morale, ou bien s'ils se sont trompés, c'est qu'ils sont bêtes. Ils me disent, ah ouais, mais je me suis trompé, donc je suis bête, je suis nulle. Comment tu fais pour travailler l'erreur comme une information? C'est-à-dire que de dire, Ouais. regarde ton erreur, elle raconte quelque chose.
Oui, 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 ça c'est une vraie question parce qu'effectivement, bah, à l'école aujourd'hui, on parle pas d'erreur. On parle de c'est juste ou c'est faux. Et Oui, effectivement, l'enfant, il a souvent tendance à se dire, bah, si j'ai tout faux, c'est finalement que je suis pas intelligent, quoi. oui, Alors, moi, je vais essayer de remettre la note, à sa place, en fait, hein, oui, et l'erreur aussi à sa place. L'erreur n'est pas une faute. L'erreur, bah, c'est ce qui va justement apprendre l'enfant à identifier là où il ne sait pas encore. Ça oui. va nous permettre de réaliser bah, ce qu'il faut encore un petit peu travailler pour s'ajuster et finalement que l'apprentissage soit acquis. Pour rendre cette erreur concrète, j'utilise souvent des petits puzzles ou des petits jeux de construction. Et puis j'invite l'enfant à créer son puzzle. Et puis ben, quand il place une pièce au mauvais endroit, je vais lui dire, t'as vu là, t'as fait une erreur. Mais elle t'a appris quelque chose, cette erreur, finalement. Oui. Cette erreur, elle t'a appris que ben, non, c'est pas là, faut trouver un autre moyen, C'est faut pas la trouver bonne une autre. place. Oui, oui. Et c'est comme ça que finalement on fait de cette erreur une vraie source d'apprentissage, un moyen d'apprendre. L'erreur, elle fait partie du processus d'apprentissage. Moi, souvent, je vais prendre aussi, tu vois, la note et je vais d'abord dire, euh, comment tu as fait pour réussir ce que tu as réussi? Par exemple, s'ils ont, je sais pas, 6 sur 10, comment tu as fait pour avoir 6 points? Et on regarde ensemble, je dis, ah bah oui, là, tu as réussi ça, comment tu l'as? Bah oui, je m'en souvenais, tu vois, de leur faire prendre conscience. Et ensuite de dire, qu'est-ce qui t'a manqué? C'est pas où tu t'es trompé, c'est qu'est-ce qui t'a manqué pour pouvoir réussir et avoir la note que tu aurais aimé, certainement le 10 sur 10. Et donc, on va regarder, parce que peut-être qu'ils ont manqué de temps. Peut-être qu'ils ont manqué Ouais. de connaissances, peut-être qu'ils ont manqué de calme, tu vois, ils ont été précipités, etc. Donc, d'identifier ce sur quoi ils vont pouvoir travailler ensuite. Donc moi, j'aime bien voir l'erreur en sens inverse, c'est quand j'explique aux parents, les parents disent, ah oui, c'est vrai, nous, on fait tout le contraire. Et on regarde d'abord tout ce qui est C'est vrai. faux. Tout ce qui Ben, va ça pas. serait- Et puis, ils laissent de côté ce qui est bien, et du coup, ils ne capitalisent pas sur ce qui a bien fonctionné. Donc voilà, c'est C'est déjà juste. aussi une démarche. Après, il y a des enfants qui aussi, donc non seulement l'erreur c'est difficile pour eux, mais ils ont peur de l'échec. Donc voilà, ils veulent même pas essayer pour certains, ou quand ils n'y arrivent pas tout de suite, ils disent je suis nul, j'y arriverai pas. Alors ça, on va le voir, bon, on en parlait pour la lecture, mais on va le voir aussi pour l'écriture. Comment tu les accompagnes? Alors moi, l'enfant qui dit j'y arriverai pas, avec lui, j'utilise souvent le symbole de la montagne de l'Everest. Ah oui, Donc, je dessine une montagne là sur mon petit tableau à côté de lui et puis je lui explique que bah oui, ce qu'il veut réussir, c'est d'arriver au sommet de la montagne. Mais que pour arriver au sommet de la montagne, bah le chemin, ouais, il va être un petit peu long et il va falloir un petit peu bah, effectivement prendre le temps d'acquérir un certain nombre de connaissances pour arriver ouais, au sommet. ouais, Que ce chemin, parfois, il est un petit peu difficile, effectivement, mais qu'il n'y a pas de raison qu'on va l'aider et qu'ensemble, on finira par y arriver. ouais. Cette idée de la montagne, alors j'utilise souvent le symbole de l'Everest parce que l'année dernière, il y a eu ce fameux reportage de notre Oui, YouTuber préféré, ou pas, euh, mais qui était intéressant justement pour montrer que il y a des différents paliers. Même quand on gravit l'Everest, il y a différentes étapes. Ça, c'est vraiment cette technique qui s'appelle la technique du plus petit pas possible, qui montre à l'enfant que quoi qu'on fasse, bah, ça commence toujours par un petit pas. Donc, on va y ouais. essayer d'identifier ensemble quel est ce premier petit pas, le petit pas facile qu'on peut faire pour déjà réussir à s'approcher du sommet. Ouais. Sur l'écriture aussi, moi je me souviens d'un petit gars comme ça. Donc il refusait d'écrire, il était en CE2, il refusait d'écrire, donc il faisait la grève de l'écriture. Et donc d'abord je lui avais dit, mais alors j'ai une question à te poser, est-ce que tu ne sais pas écrire? Il me dit, si je sais. Je dis, ah d'accord, donc tu sais le faire, mais tu... Et qu'est-ce que tu aimerais toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Il dit, moi je voudrais que ce soit beau. Il avait déjà, tu vois, un sens de, je veux écrire, mais que ce soit tout de suite beau. Je dis, ok, que veut la maîtresse? La maîtresse veut que j'aille vite et ma mère veut que ce soit sans faute. Et les trois ensemble, c'est pas possible à 8 ans.
Donc, on a défini des objectifs, c'est-à-dire que oui, tu prends ton temps et tu traces et c'est très beau si tu as du temps pour écrire ta poésie, par exemple, et il vaut mieux que ce soit sans faute. Mais quand tu écris les devoirs, on s'en fiche que ce soit qu'il y ait des fautes et que ce soit mal écrit parce que faut aller vite. Donc, en fonction de ça, il s'est remis à écrire. Les trois ensemble, je lui dis, les trois ensemble à 8 ans, ta main, elle n'est pas du tout entraînée pour ça. C'est pas encore possible. Ça sera possible un petit peu plus tard, tu vois, vers 12 ans, même, voilà, 12 13 ans, là, ça sera, tu pourras et écrire bien et sans faute et rapidement. Mais là, tu te demandes quelque chose qui n'est pas réalisable. Il y a ça aussi, il y a des enfants qui ont, tu sais, ils ont une conscience de ce qu'ils voudraient atteindre et puis leur corps les limite. Donc, quand ils sont en primaire, ils sont frustrés pour ça, parce qu'ils n'y arrivent pas, quoi. C'est tous les Mbappé en culotte courte que je vois défiler dans le bureau. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Exactement. Donc, tu l'as dit, voilà comment, pour célébrer, toi, tu vas célébrer le processus de dire, bah, voilà, il y a l'Everest, hein, je veux arriver là-haut. Si j'y vais directement, bon, de toute façon, je vais être mal parce que j'ai pas passé les paliers d'oxygénation. Mais donc, tu vas célébrer à chaque fois ce processus-là en disant, waouh, comment tu fais? Bravo, maintenant, tu sais faire ça en plus. C'est comment? Ah, alors ça va être passé d'étape en étape. Je vais l'accompagner justement en identifiant aussi tous ces petits messages négatifs qu'il peut se Ouais, dire à chaque étape. Les fameux je suis nulle, c'est trop dur. Tout ça, ouais, je vais lui expliquer qu'en fait, ça vient d'un truc qu'on a tous, alors plus ou moins en fonction ouais, des personnes, mais c'est toujours là. C'est ce qu'on appelle cette petite voix négative, la petite voix saboteuse ouais. qu'on a tous, qui nous aide clairement pas à nous sentir bien. Puis je lui explique aussi que on a tous une petite voix positive dans notre tête, mais que cette petite voix positive, il faut apprendre, s'entraîner là aussi pour l'utiliser, Ouais, pour qu'elle vienne nous donner des petits messages plus ouais, encourageants, plus sympas, quoi. Des trucs où on se dit, ok, j'y arrive pas encore, mais j'ai déjà fait des trucs difficiles, cette fois aussi, je vais y arriver. Et je vais même jusqu'à, avec les tout petits, mais enfin même avec les plus grands, en séance, créer avec eux des visuels. Je vais utiliser leur héros préféré. Je parlais de Mbappé, ça c'est ouais, c'est celui du moment, là. box-office, des petits garçons de primaire, mais effectivement, je vais utiliser le visuel de cette personnalité, de leur héros, rajouter une petite bulle avec un message positif, et puis ils vont repartir à la maison avec cette petite phrase posée au-dessus du bureau, euh, un encouragement de la part de Mbappé, ça n'a pas de prix. Ouais, c'est ça. Ça marche à tous les coups. Oui, il faut leur faire signer. C'est génial. Tu sais, ça me fait penser aussi au dessin animé de Tom et Jerry, où il y avait la souris, tu sais, qui a son petit ange et son petit démon. Donc, le démon qui l'incite à faire des bêtises et l'autre qui dit non, arrête. Donc, c'est un peu ça. On a ces deux voix, c'est vrai, qu'on internalise. En primaire aussi, on va avoir, ils le sentent moins à la maternelle, ils le sentent beaucoup moins, mais dès la primaire, il y a quand même la question des évaluations. Les enfants sont de plus en plus évalués. Très tôt, on voit où ils en sont, etc. Là, il y avait en début d'année, pour quel niveau? C'est le CM1 ou je sais plus. Donc, il y a des évaluations nationales. Tu as des gamins qui sont en live total. Ils sont complètement stressés, ils perdent leurs moyens. On a l'impression qu'ils n'y arrivent pas, mais parce que tout d'un coup, l'évaluation nationale, donc c'est un truc un peu dingue. Donc, comment tu les aides à identifier des signes de tension, de stress dans leur corps? euh, pour ne pas perdre leurs moyens? Comment tu les accompagnes? Parce que là, on est vraiment sur la question du corps, mais le corps comme un signal et qui va ensuite envoyer une info aux émotions qui vont verrouiller la tête, hein. Donc, comment tu les accompagnes et tu les outilles? Alors souvent, ces enfants-là, je les accompagne en leur faisant dessiner une situation, effectivement, où ils ont ressenti ce stress. Je les demande de se dessiner eux-mêmes et d'essayer d'identifier les parties du corps dans lesquelles ils ont ressenti ce symptôme de stress. Ouais, Ça peut être colorié, je sais pas, les douleurs au niveau du ventre, la boule dans la gorge, le mal à la tête, etc. L'idée, c'est
de les aider à prendre conscience de leur ressenti corporel en état de stress pour qu'ils associent justement, comme tu disais, l'émotion à la sensation. Et Mm. puis, je leur dis, voilà, maintenant, ça y est, vous avez compris ce qui se passe quand cette réaction automatique de stress, elle se déclenche. Et je les emmène à, justement, quand ils vont ressentir ce stress, à faire des tas de petites choses pour réussir à faire baisser l'intensité de cette émotion-là. Oui, Alors ça peut passer par différents outils, évidemment. oui. Moi, j'aime bien l'idée, on le répète, ceux qui nous écoutent vont l'entendre dans tout, à chaque étape de la vie, j'allais dire. Euh, Comme on part très vite dans le mental, on veut très vite que les enfants à l'école conceptualisent, qu'ils soient dans de la réflexion, etc. On oublie de les faire manipuler et on oublie de les faire euh, observer les sensations du corps. Parce que moi, j'accompagne pas différemment les adultes que j'ai en consultation ou ceux que je vois en entreprise, de dire, mais vous ne pouvez pas être dans une situation de stress comme ça sans avoir eu des signaux auparavant qui sont venus taper à votre porte. On a toc toc, je suis là, ouh. Donc voilà. Et donc il faut vraiment être totalement coupé de son corps pour ne pas sentir cette chose-là. Donc quand on les outille à ressentir, à être en capacité de desserrer le nœud, par exemple, au- qui, qui nous coupe le souffle, etc., d'imaginer que c'est autre chose de plus doux et ainsi de suite. Quand on fait vivre la sensation dans le corps, moi je trouve que c'est vraiment, ça marche formidablement bien. Après, quand on les fait sentir ça dans le corps, ou quand on fait, tout à l'heure, tu parlais de l'écape, c'est-à-dire mettre le corps en mouvement, calmer, etc. C'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire en classe. Ils disent, oui, mais moi, je vais pas pouvoir le faire, les autres vont me voir. Ils sont, tu vois, ils sont un peu, comment tu fais pour leur dire, comment tu le fais discrètement, quoi. Voilà, tu vas réussir. Alors là, le premier outil, effectivement, flash à Ouais, utiliser en classe, bah, c'est la respiration, parce que ça, c'est ouais, discret. Donc, en séance, on va apprendre à respirer, prendre un instant pour observer, comme tu le disais, ces sensations inconfortables dans le corps, les reconnaître, les localiser précisément. Et puis, on va apprendre à se focaliser sur la respiration en inspirant profondément par le nez pour récupérer de l'air frais, en gonflant le ventre si possible, et puis souffler par la bouche en dégonflant le ventre, un peu comme si on voulait souffler dans un ballon de baudruche. Ça ouais. marche hyper bien avec les élèves de primaire. Imaginez qu'ils sont en train de souffler tout ce qui les dérange dans un ballon, un peu comme pour s'en débarrasser, pour le Mm. mettre dehors. Et puis après, étape ultime, imaginez, pourquoi pas, que le ballon s'envole et qu'il s'envole avec le stress et qu'on peut se remettre au travail, quoi. Oui, c'est vrai que là, c'est bien de le préciser, c'est que toute la question symbolique, donc de dire tu es en train de gonfler ton ballon avec tout ce qui est négatif et qui t'embarrasse, etc., ça marche hyper bien. Enfin, ça marche aussi avec les adultes, mais les adultes ont oublié cette dimension-là, faut les rééduquer. Mais les enfants de primaire, ça marche à fond quand on leur explique ça, effectivement. Ça marche hyper bien. Puis il y a un autre outil que j'aime beaucoup utiliser, mais ça c'est un outil voilà qu'on pratique en amont des contrôles et des évaluations. C'est ce qu'on appelle la visualisation positive. Mhm. Là, en séance, donc avant le contrôle, je vais inviter l'enfant à fermer les yeux puis s'imaginer dans la situation où il aura déjà réussi son contrôle. Mhm. Et là, je le lui fais ressentir, mais intimement. C'est-à-dire, je lui fais me décrire ce moment avec Ouais. qui il est, où il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ressent, comment ça fait dans sa tête. Elle lui dit quoi, sa petite voix positive, là, qui est contente parce qu'elle a réussi. Et puis, cette sensation, oui, tous ces ressentis agréables et positifs, je les lui fais ancrer dans un point du corps. Alors, il y en a qui choisissent le bout du nez, hein, mais ça Ouais. peut être Ouais, le l'oreille ou le pouce. oreille ou le poignet, effectivement. Et je dis à l'enfant, quand tu sentiras cette sensation de stress qui arrive, qui monte, qui finalement t'indique que ton corps, il est prêt pour passer à l'action et t'accompagner,
à Ouais. relever ce défi important pour toi, et ben, tu pourras te replonger dans cette sensation de réussite que tu as expérimentée ici au cabinet pour te rassurer, redescendre et puis te permettre encore une fois ben, de reconnecter toutes les parties du cerveau qui savent pour pouvoir y aller et puis réussir. Oui, tu as raison de dire que la visualisation, elle doit être liée aussi à un ancrage très positif dans le corps, parce que moi, je me souviens de ma fille aînée avec qui j'avais oublié une partie des consignes parce que j'avais dit, ben, imagine-toi à l'école, voilà, et tu as bien appris, etc. Et puis après, je lui dis, ben, et puis ça n'avait pas bien marché. Je lui dis, ben alors, mais tu n'as pas réussi à t'imaginer? Elle dit, si, si, je me suis bien imaginée en train de galérer. Donc, elle Oh, s'imaginait, mais de façon anxieuse, tu vois. Donc, elle avait ancré le truc. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre ce temps-là de bien installer et de bien installer un ancrage qui nous fait du bien et qui nous permet de libérer ça. Après, sur le stress des évaluations, moi, je pense aussi qu'il y a euh, le rôle des parents et de la famille, parce que moi, je me souviens très bien d'être à la sortie de l'école primaire à attendre mes enfants. Et certains enfants sortaient en courant vers leurs parents en disant, j'ai eu 18, j'ai eu 19, j'ai eu 17. Et je me dis, mais un bonjour peut-être, je sais pas. Tu vois, ils donnaient leurs notes comme ça, comme s'ils balançaient des... J'avais trouvé ça toujours un peu étonnant, quoi, cette pression. La question de la pression familiale sur les résultats. euh, Comment tu accompagnes ça sans non plus te mettre les parents à dos? Parce que c'est vrai que parfois... nous, on sait bien qu'on dit que les notes, c'est la conséquence d'un bien-être général. Notre ouais, pratique, elle n'est pas sur l'amélioration des notes. Elle est sur savoir comment tu travailles, te sentir bien, avoir des bons outils, et les notes suivront. Mais c'est ça. il faut que les parents puissent entendre cette chose-là. Comment tu Faut fais, que les toi? parents puissent s'entendre. Alors, effectivement, les parents, les enfants dans le cabinet, quand on est tous les deux seuls, disent, bah voilà, pour mes parents, de toute façon, il y a que les notes qui comptent, ils s'en fichent de moi, ils me posent même pas la question de savoir comment je vais, c'est tout de suite, ben, quel est le palmarès de la journée, en vrai, hein. Ouais, Donc, ben, les parents, effectivement, j'essaye de les sensibiliser. J'écoute évidemment leur inquiétude, leur angoisse légitime, mais j'essaye de les sensibiliser au fait que ben, leur enfant n'est pas qu'un élève et qu'il a plein d'autres choses qu'on peut découvrir avec lui pour justement l'aider, lui insuffler cette énergie positive et cette envie de progression. Parce qu'un enfant qui, on va dire, peut-être de façon un peu dure, je pense aux généralités ou de toute façon, il est toujours comme ceci, il est jamais comme cela. Ben, cet enfant, il va finalement se retrouver un peu enfermé dans l'étiquette qu'on lui a collée sur la tête et se dire, à quoi bon finalement, papa, maman, ils le disent, je suis ouais. fainéant, bah, je suis fainéant, quoi. Pourquoi j'irai plus loin? Oui, puis Donc, l'adulte a raison, hein. Pour un enfant, faut pas oublier que l'adulte a raison. La manière dont l'adulte définit ça. l'enfant, comme il sait mieux que nous, donc l'adulte a forcément raison. Ouais. Ouais, et du coup, l'enfant, il va essayer de se conformer bah, à cette espèce d'étiquette qu'on lui a collée sur la tête, encore une fois. Alors, moi, pour aller plus loin, j'aime beaucoup travailler avec l'enfant sur des activités pour l'aider aussi à mieux se connaître. Parce que quand on est un élève de primaire, j'ai beaucoup de parents qui me disent, oh là là, mais il n'a pas du tout confiance en lui. Et je réponds souvent, oui, Ouais. et c'est normal. Ouais. Un enfant ne se connaît pas et c'est à nous de l'accompagner justement à mieux se connaître, à découvrir ce qui fait qu'il est lui finalement, un Ouais. être unique, un être riche en ressources diverses et variées. Alors pour ça, on va travailler différents aspects, on va travailler sur la carte mentale de ses goûts, de ce qu'il aime, mais à l'école, mais pas que à l'école. On va essayer de travailler au travers d'un exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle le portrait chinois où on Oui. va inviter l'enfant à là aussi parler de ses préférences, mais à les justifier, à expliquer, à argumenter ses choix. Et souvent, c'est à ce moment-là que le parent réalise combien les justifications sont riches, sont profondes. Et c'est ça aussi qui est intéressant justement pour éveiller le parent et puis de l'intégrer dans cette démarche, cet accompagnement vers le gain de, ouais, de reconnaissance Ouais, finalement de de tout confiance, ouais. Moi, potentiel. souvent, je demande aussi, quand les parents disent, il n'a pas confiance en lui, je dis, d'accord. Je dis, est-ce que vous pouvez me donner un exemple?
Parce que le il a pas confiance en lui général, non, il y a bien des moments où il a confiance en lui. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple précis? Ah ben par exemple à cet endroit-là, d'accord. Et à quel moment vous constatez qu'il a confiance? Ou toi, peux-tu me dire à quel moment tu as confiance en toi? Pour nuancer, moi je trouve qu'on est dans une époque où la nuance n'est plus vraiment présente. Et donc, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Oui, il y a des Non, endroits où je peux ne pas encore avoir confiance en moi parce que j'ai pas validé ma compétence. Je sais que je peux le faire, mais je me suis pas suffisamment entraînée, etc. Donc, je n'ai pas très confiance. Mais ensuite, ça viendra. Peut-être que j'ai pas confiance pour réciter la poésie devant tous les autres parce que les autres me regardent, etc. Donc, je sais l'apprendre, mais pour la dire, il y a une dimension qui, voilà. Donc, c'est d'aller chercher tous les petits détails pour travailler au plus près de ce qui coince, tu vois. Et exactement. Moi, j'aime bien travailler aussi, et là, j'implique vraiment systématiquement les parents sur ce que j'appelle la découverte des qualités. oui, Donc, on va travailler effectivement sur les forces et les qualités que l'enfant possède déjà et qu'il ne reconnaît pas. Hein. Souvent, quand on demande à un tout petit, mais c'est quoi tes qualités? Il va nous dire, ah, moi, je suis en foot, enfin, ouais, voilà, mais je suis il gentille. va pas Bon, d'accord, euh, ok. voilà, au mieux, c'est je suis gentil, mais je vais impliquer le parent systématiquement dans cette recherche-là, aussi pour que le parent observe davantage l'enfant dans Oui, la vie quotidienne, dans toutes ces marques peut-être aidantes de présence qu'il a au oui. quotidien et qui peuvent être saluées aussi comme étant des qualités inhérentes à l'enfant. Et là, on va venir terriblement booster son estime de soi, ce truc de se dire, je suis quelqu'un qui a de la valeur et qui peut encore progresser. Et puis pour montrer aux parents que tout n'est pas évaluable. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être très serviable, ça s'évalue pas ça à l'école. On va pas, il n'y a pas de note de serviabilité en disant super, etc. Pourtant, cette chose-là, quand elle est entretenue, elle va être utile tout au long de sa vie. Un Ouais. enfant qui est en capacité de d'être un modérateur, par exemple, il calme les conflits, etc. Ça ne se note pas. Sur le carnet, il n'y a pas écrit votre enfant est un excellent médiateur. Donc, en fait, il y a aussi à aller regarder toutes ces choses qui vont lui servir tout au long de sa vie et qui sont à entretenir, tu vois, au-delà de juste l'évaluation par la note ou par la gommette verte, jaune, rouge, là, dont on sait que ça veut dire la même chose, hein, que ce soit une note ou autre chose. Donc, il y a à regarder autrement pour que l'histoire de l'évaluation, elle puisse être vécue ouais, de façon plus douce dans le corps et plus en confiance avec une estime plus solide, effectivement. Ouais. Et Euh, avec ce regard nouveau, ouais, de voir aussi ce qui va bien finalement. oui, Comme oui, tu oui, le disais un peu tout à l'heure, c'est plutôt que de toujours appuyer là où ça fait mal et là où c'est pas OK ou pas encore OK, on dirait en psychopédie. ouais, c'est ça. Ben, on va voir ce qui va bien, quoi. Et ça va effectivement pouvoir renforcer cette estime de soi de l'enfant et donc l'aider à prendre confiance en lui et en ses capacités à toujours progresser. Et le replacer dans le bon âge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre d'un enfant de 6 ans ce qu'un enfant de 8 ans ou de 10 ans va être capable de donner. Et ça, parfois, on le perd de vue parce qu'on va apprendre la globalité du primaire sans réaliser qu'à chaque étape, il y a des choses qui se construisent et qu'effectivement, un enfant de fin de CM2 n'est pas comme un enfant de début de CP. Il y a un océan, quoi. Entre-temps, il s'est passé 5 ans et ils ont construit quelque chose qui est dingue, quoi. Il y a une évolution qui est incroyable, mais ça s'accompagne en observant, effectivement. Si tu devais, voilà ton conseil en or, si tu devais Mon donner un conseil en outil, or. une pépite que chaque enseignant ou parent de primaire devrait connaître, ça serait quoi s'il y avait une chose à regarder? Alors, c'est souvent une, c'est un peu, ça va peut-être être deux ou trois. Ouais, c'est un peu si, mais j'ai un truc en tête, c'est bah, au même titre que on n'est pas que des parents ou des enseignants, bah, nos enfants ne sont pas que des élèves. Ouais, Alors j'ai envie de dire l'important dans les années primaires, c'est de nourrir ce lien ouais, qui nous unit aux enfants
c'est évidemment de poser un cadre clair et des limites permanentes, sécurisantes, Ouais. rassurantes pour lui et pour son évolution, mais c'est aussi l'observer sans le juger, sans interpréter, c'est accueillir les émotions, les accompagner, encourager à trouver ses techniques. C'est se positionner en guide, en jardinier de l'enfant pour l'aider à s'épanouir à son rythme, parce que comme tu le disais tout à l'heure, bah, chacun son rythme, chacun son évolution, et ça peut pas être normé par palier comme on le lit parfois. C'est se montrer présent pour les enfants, mais vraiment présent. Ça veut dire lâcher les portables. Mm. Déconnectons-nous et connectons-nous aux enfants pour réellement créer ce lien, pour l'encourager au quotidien à progresser encore et encore avec ce regard neuf du parent qui, quand son enfant tombait, quand il apprenait à marcher, bah, savait intérieurement qu'il allait réussir à marcher, Ouais, à c'est courir ça, un ça c'est jour. vraiment l'exemple qu'on reprend régulièrement parce que c'est tellement parlant de dire il y a des moments dans l'évolution de notre enfant, surtout sur le début, là, les 2 premières années, on n'a aucun doute sur le fait que ça va marcher, qu'il va savoir tenir sa cuillère, boire avec un verre, marcher, courir, peut-être commencer à faire un peu de vélo. Enfin, tu vois, il y a des choses où on n'a pas de doute dans notre tête de parent. Et tout d'un coup, à partir du moment où notre enfant il est dans le champ social, où on va être observé par d'autres et où il va y avoir des attentes, des enjeux, des évaluations, tout d'un coup, on perd toute confiance. Et on va Ça, se comparer aussi et comparer son enfant à d'autres, tu vois. Et comme je dis toujours, comparaison égale poison, parce qu'en fait, on dit bah, l'autre c'est toujours mieux faire que le sien, etc. Et donc, on va commencer à mettre de l'attention. Donc, oui, de garder de la confiance comme ça, c'est important. Il y a une autre chose que moi j'aimerais rajouter aussi là sur cette période de primaire, et tu l'as très bien expliqué tout au long de notre discussion, c'est que j'allais dire, n'attendons pas que notre enfant aille mal ou que ça se passe mal à l'école pour aller consulter. Euh, Nous, là, dans notre pratique en psychopédagogie positive, ce qu'il y a de super, c'est de dire, tenez, je vous amène mon enfant parce que j'aimerais bien qu'il sache comment il fait pour apprendre quand il apprend et qui se sentent outillés et solides. Et tout ce qui est pris et mis en place dès le primaire, c'est du bonus pour la suite. Ça fait des enfants qui sont solides en tant que collégiens et quand ils vont se construire en tant qu'ados, il y a des choses qui seront déjà bien mises en place. Parce que ça devient un peu plus compliqué après, parce que plus l'attente est haute et difficile, plus c'est compliqué de changer ses pratiques. Donc moi, je trouve voilà, que notre approche en psychopédagogie positive, notre pratique, elle permet ça d'aller chercher les ressources, d'outiller avec ses propres forces, de mettre en place des petits outils qui sont simples mais très puissants. Donc, tu vois, et puis c'est ludique, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas rajouter du plus à du plus. Tiens, t'as c'est bossé, bah, ça. tu vas encore bosser. Du coup, ils viennent plutôt travailler sans s'en rendre compte. Ils viennent jouer, quoi. Effectivement. Et puis, il y a cette partie découverte de soi Ouais, qu'ils ont plaisir à prendre. oui. Et bon, moi, j'ai eu souvent des retours de parents qui m'ont dit, à la base, on venait pour une toute petite question de concentration et finalement, on l'a outillé pour qu'il devienne un collégien plus en confiance, plus heureux, plus épanoui. Et c'est en ça que ça a été finalement important et utile. Ouais. Bon, eh bien, écoute, je vois que comme moi, notre pratique, en tout cas, nous rend très heureuse. On est vraiment, on est à Ça se fond. voit. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien, c'est qu'on fait quelque chose qu'on adore, qui a du sens, Oui. qu'on aime Oui. faire, et avec un degré enfin, un retour de gratitude. Moi, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour mes patients qui me le rendent aussi. Donc, du coup, c'est vraiment génial, quoi. Donc, Cathy, Ouais. merci infiniment pour cette Merci, discussion. Merci beaucoup à merci toi. à toi. Beaucoup de plaisir. Et ben, je vous dis, continuez à regarder la suite des discussions et la prochaine, c'est sur le collège. À bientôt. À bientôt.